Salut à tous, bienvenue pour le tout premier épisode d'un nouvel arc, d'un nouveau concept, bienvenue sur Nouveau Phénomène, l'émission 100% musique et 100% sans filtre, mais pas que. Ici on parle de tout ce qui gravite autour de la musique, les métiers de l'ombre, les galères de studio, les histoires vraies et les débats qui fâchent et qui divisent. Moi c'est Niavo, ingénieur du son, beatmaker, producteur, manager, mais surtout fondateur du studio NP Recording à Aubagne. Mon quotidien c'est d'enregistrer des artistes, de produire leur son et surtout de les accompagner dans l'ombre. Et je me suis posé une question, pourquoi c'est jamais les histoires vraies qui sont racontées? Et c'est pour ça que j'ai décidé de donner la parole à ceux qu'on n'entend jamais et d'ouvrir les portes de mon studio. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne que je connais depuis un bon petit moment, qui est mon partenaire dans beaucoup de choses, notamment professionnelles, mais surtout dans la vie perso. Je vous présente Waves and Tattoo, connue sous son pseudonyme de tatoueuse, Sarah. Comment vas-tu? Ça va, merci beaucoup Niavo. Ça va super, merci. Bref, comment tu vas? Écoute, super. Je suis très contente de faire ce petit podcast et de pouvoir discuter surtout de tout, parce que j'ai souvent la boco. Donc je suis très contente d'être invitée. Bon, ok, on va commencer directement avant de partir dans tous les sens, parce que ça partira après dans tous les sens. C'est vrai. On va se reconcentrer et on va partir directement sur la question de l'invité, donc les deux questions signatures du podcast. La première étant, si tu devais te décrire sans parler de ton métier, qu'est-ce que tu dirais de toi? Que je suis une personne très vivante. Je sais pas si ça se dit. Que je suis bonne vivante, c'est ça l'expression. Ouais. Que je suis bonne vivante, que j'adore rire et que j'adore écouter les gens. Ok, et la deuxième question signature, qu'est-ce qui te fait te lever le matin et qui te donne de l'énergie chaque jour? Tu t'y attendais pas, celle-là? Non. Je ne suis pas avec ce qu'on traverse. Ouais. C'est Ce pour qui ça, me, c'est ce qui me intéressant. fait lever le matin, c'est de me dire que, vu que je suis vachement alignée avec moi-même, la journée, vu que je vais la passer qu'avec moi-même, elle va être bien. Donc en vrai, ça me motive. Je sais que ma journée, genre, ce sera pas de la merde, parce que je vais être dans un bon mood. Je suis dans un bon mood tous les matins, même si mon matin c'est de la merde. J'ai jamais un matin de ma vie où je me suis levée et j'ai été dans un mauvais mood. Ok. Bon, le but des deux questions signatures, c'est que les gens essaient de deviner le métier Ah bah que non. tu fais en rapport. Non, mais c'est le Mais ils peuvent but. pas deviner. Bah, c'est le but, c'est ça qui est dur, c'est de pas parler de ton métier, mais d'essayer de faire comprendre un petit peu à travers ta personnalité qu'est-ce que tu aurais pu entreprendre dans la vie ou faire, Ah tu ouais. vois. Une phrase Donc, que je répète tous les jours. 3 semaines de cicatrisation, sans soleil, sans piscine, sans plage. Donc je pense que vous avez un petit indice. Donc on va passer directement au vif du sujet parce que tu l'as compris. Si je t'ai fait venir ici, bon, c'est parce que tu as également un métier artistique. Tu n'es peut-être pas forcément lié à la musique, mais on a tous les deux une chose en commun, en plus de vivre ensemble, j'ai envie de dire, c'est surtout de avoir entrepris des choses individuellement et donc d'avoir ouvert seul. Donc l'entrepreneuriat. J'espère que, et j'imagine derrière la caméra, beaucoup d'entre vous sont peut-être dans ce cas. Donc on va parler un peu de tout, de la manière dont tu as créé ton entreprise. On va s'axer sur toi et on va faire peut-être des parallèles avec moi par rapport au studio, à la musique, parce que, comme je l'ai dit juste avant, tu as pu m'accompagner dans ce genre de projet. Tu étais là vraiment au commencement et tu as pu voir les hauts, les bas et tout ce que maintenant le studio peut proposer. Donc on est dans une grosse évolution quand même. Donc on va voir plusieurs points et on va commencer directement par le premier. Donc on va commencer, présente-toi et dis-nous un petit peu plus sur ton parcours. Alors déjà, je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans, bientôt 26. Je suis née en fin d'année, je suis très joviale, j'adore vivre. Et du coup, j'ai un métier en rapport avec l'humain parce que je suis tatoueuse sur Marseille, à la Valentine. J'ai fait à peu près 5 années d'études après le bac, mais j'ai toujours voulu faire tatoueuse depuis que je suis petite. Et en gros, je me suis lancée quand j'avais 20 ans. J'ai ouvert à mon compte en tant qu'auto-entreprise à 20 ans. C'est une perf quand même d'ouvrir à 20 ans. Je sais pas si toi tu es C'est au une courant perf. de ça, mais... Au début, non. Ouais. Si j'avais su les galères, j'aurais peut-être ouvert plus tard. Mais c'est vrai que 20 ans, c'est quand même très très jeune pour te lancer à ton compte, où tu avais vraiment, toi et toi-même, avec tes idées, tes concepts, et rentrer dans le monde professionnel. Donc on va parler de ça. Mais je trouve que c'est marrant parce qu'on fait à peu près le même métier, on va dire, dans le relationnel client, etc., dans tout ce qu'on doit entreprendre, mais pas le même art. C'est pour ça que je t'ai invité, c'est ça qui peut être peut-être un bon débat aujourd'hui. C'est ce côté où justement on va pouvoir mettre en relation comment toi tu réagis sur un autre métier artistique. Et je pense qu'il y a beaucoup de corrélations qui rentrent en jeu dans ce côté vraiment artistique. Okay. Allez, tes débuts, comment tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le tatouage en fait, concrètement? Ouf. Déjà, j'ai commencé, j'avais 12 ans. Je regardais Ink Master et les Ink, tous les trucs sur la 21.
Ceux qui savent, savent. Et j'ai adoré. Et je me suis dit, purée, j'ai toujours été très créative. J'ai toujours, depuis petite, fait de la peinture, fait de la sculpture, fait de la poterie, de la céramique. Je suis allée sur les chantiers avec mon père. J'ai fait 3 tonnes de trucs en rapport avec l'artistique. Et je savais que... T'as toujours eu cette fibre artistique depuis le début, en fait. Ah oui, je peignais déjà les murs à 5 ans. J'ai gardé tous mes dessins depuis que je suis toute petite. C'est vraiment, j'ai jamais eu de tablette. Mon premier téléphone, ça a été à 14 ans. Donc j'ai eu de quoi dessiner. Et du coup, je savais que je voulais faire de l'artistique. Je savais que j'avais un tempérament où rester sur une chaise, c'était pas possible. J'ai eu plusieurs diagnostics avec des pathologies où après ça s'est avéré être vrai quand j'ai grandi. Donc impossible pour moi de rester sur une chaise. Et du coup, je me suis dit, purée, bon compromis. En vrai, j'adore la peinture. J'adore les gens. Si je peins sur les gens et qu'en plus c'est le seul truc qui t'emportera avec eux jusqu'à la fin de leur vie, ça serait un métier de fou furieux. Genre vraiment, je trouvais ça trop beau. Et j'étais tombée sur une phrase parce que j'ai fait mon premier stage de 3e dans le tatou. Et c'était le tatouage est une œuvre éternelle sur un corps éphémère. Et depuis tu ce me la sors truc, souvent cette phrase, c'est vrai. je la dis tout le temps, C'est vrai. mais je la trouve trop vraie. Je me dis tiens, c'est un truc de fou, genre c'est trop vrai. Ouais, c'est des tableaux vivants, quoi. Exactement. Et jusqu'à la fin, il y en a qui croient à la réincarnation après la mort, il y en a qui y croient pas. Que vous y croyez ou que vous y croyez pas, dans tous les cas, ce que je vous ai fait, vous allez l'avoir à vie, quoi. Et ça, Ouais, je t'as ce trouvais côté ça un trop petit beau. peu éternel, entre guillemets, parce que c'est gravé sur Ouais, une c'est peau. trop mignon. Au Franchement, même titre que, tu vois, quand je dis la corrélation, là, par exemple, on prend direct le flambeau sur la musique, ben, quand on fait des sons, c'est à vie. c'est à vie aussi, ça rentre dans le patrimoine, c'est un patrimoine qu'on se crée, c'est comme un CV Ça. tout au long de ta vie que tu crées, au même titre que toi, tu vas faire tes dessins sur des pots, ben, ça va être ta marque sur toute la C'est vie ça. des gens, Et ça, je trouvais ça trop tu beau. vois. Donc du coup, j'ai fait une première S. Ça m'a pas Ouais, plu. le parcours, je ça suis peut être partie en intéressant, terminale L. Ouais. Du coup, j'ai un peu touché à tout. J'étais très scientifique, je suis très dans le calcul mental, dans les maths. Sur le niveau scolaire, mes parents ils pensaient que j'allais travailler dans un truc artistique, mais bien payé, bien cadré, pas du tout dans l'auto-entreprise. Dédicace à ma maman. Et au final, en fait, je m'étais toujours dit je ferais du tatou. Et j'ai un peu menti à tout le monde. J'ai dit, vas-y, je le garderai en passion à côté. Ouais. Sauf que tout le monde sait que du moment que tu es auto-entrepreneur, tu peux pas garder ça en passion à côté parce que ça te flingue. Tu passes tout ton temps, tu passes toute ton énergie. Du coup, j'ai Et tu fait. trouves que les autres choses sont fades du coup parce que c'est ta passion, c'est vraiment ça qui t'anime. Complètement. Donc en soi, Complètement. t'as du mal à te focus sur vraiment un truc. Et puis te dire, en gros, je vais vivre pas de ma passion, mais Ouais. ça va être en plus du peu de temps qui me restera de ma journée parce que je vais devoir travailler. Ah, ça m'angoisse. C'est dur. Hein. Ouais. Non, Ok. non, donc du coup j'ai fait terminale L. Dès que j'ai fait la terminale, j'ai passé 1 an de remise à niveau en art appliqué. Donc pendant une année, j'ai rattrapé ce que les 3 ans ont fait. C'est la ceux- mana, c'est ça C'est ceux est-ce qui que font tu- les pros. Ouais, pour ceux qui sont les peut-être bacs pro. intéressés dans ce système un peu artistique, Trop tout bien. ça, c'est quoi une mana concrètement? Est-ce que Trop ça t'a bien. aidé? Et est-ce que ça t'a fait faire des débouchés? Sur quoi? Enfin, si tu devais résumer? C'est ceux qui partent en STD2A, STD2S, les trucs comme ça. En gros, sur les 3 années, vous allez apprendre des trucs. Et ben pour ceux qui ont fait bac littéraire, bac pro, enfin, il n'y a plus, ça existe même plus, Ça je crois. existe plus. Mais pour ceux qui font un bac général, en gros, si après vous voulez rattraper les années, vous pouvez juste faire une mana, c'est une remise à niveau. Soit vous la payez en privé, soit vous la passez en public en concours. Et après, en fait, quand vous sortez de là, vous pouvez rebasculer sur des études en rapport avec l'art, quoi. Du coup, Ouais. j'ai fait ça. J'ai fait une année de remise à niveau en art appliqué en public. Du coup, j'ai passé un concours sur la France entière. Je touche du bois, j'ai été prise. J'ai fait une année de ça. Après cette année-là, je suis partie en BTS DCEV, Design, Communication, Espace et Volume. Donc là, on apprend de tout. On ressort de là, On en on peut reviendra être... plus tard justement sur l'aspect communication, parce que je pense que ça t'a pas mal aidé sur certains points peut-être. Ça m'a surtout aidé sur l'architecture. Ça n'avait rien à voir, mais ça m'a aidé sur les perspectives, sur les personnages, sur le placement d'ombre, sur découvrir des artistes, On en tous les reviendra trucs comme après. ça. Mhm. Et après le BTS, du coup, je pouvais partir. Je pouvais encore travailler parce que du coup, j'avais que 19 ans. Donc, du coup, mes parents n'étaient pas encore trop chauds pour que je me lance à 100% à mon compte. Tu m'étonnes. Du coup, j'ai fait. Je comptais partir sur une licence en fac de japonais. Je raconte, ça n'a aucun rapport. Ouais. Tu peux, hein. Pendant ma licence du coup de japonais, je me suis dit je vais faire japonais la semaine et les week-ends grâce à une copine que je dédicace Marilou et je suis Mais reconnaissante pourquoi toute le ma vie. japonais? Enfin, il y avait. Japonais parce C'est que juste ça me pour la permettait. culture Ouais. ou c'était juste Non, pour même histoire pas la d'avoir culture. une fac C'était déjà histoire de rester au statut étudiant, Ok. de plus rester dans le parce qu'en fait j'ai fait un BTS pour après partir en. Je devais travailler dans les cinémas, les costumes, les spectacles et les maquillages SFX. De base c'était pour ça mes études. Ok.
Je l'ai pas fait. J'ai menti à mes parents, j'ai dit que je voulais faire ça. Mhm. Et le moment C'est où pour j'ai les dû rassurer, passer, le moment où j'ai dû passer en fait les diplômes pour monter à Paris, là il m'est venu la tachycardie de me dire bon là en fait Ouais, tu au bout rentres d'un dans le vif moment du sujet. exactement. Là, Et là je il voulais faut pas que tu partir à assumes. Paris. Non. Donc du coup je suis restée à Marseille. J'ai trouvé du coup cette petite cabine à Fabulous Concept, un salon d'esthétique très sympa à la Valentine. Et il me prenait tous les week-ends. Et là, je me lançais à mon compte dans le tatou. Sachant que pendant que je faisais le BTS, la MANA et que j'étais déjà au lycée, je commençais à tatouer à domicile. À ne pas faire, mais je me tatouais sur moi, sur les collègues. J'avais passé ma formation hygiène et salubrité. Super important ça Ouais, déjà. c'est les 3 premiers trucs que j'ai fait. Enfin, j'ai d'abord passé ma formation hygiène et salubrité et après j'ai tout fait. Et une fois que j'avais tout ça, je pouvais ouvrir en tant qu'auto-entreprise dans un petit salon. Ben justement, comment tu En as gros. réussi à gérer ce passage entre ta passion et de créer un vrai business du coup? Parce que quand est-ce qu'on sait que c'est le moment de vraiment créer le business ou de dire non, c'est encore une passion, Alors on moi, n'est pas c'était sûr une de se lancer? Toi, ça a été une opportunité Ouais. et donc tu l'as saisie, c'est ça? Ben, Tu déjà, n'aurais pas c'était, ouvert, si tu l'avais pas eu cette opportunité, tu n'aurais pas eu l'idée toi-même de commencer à faire un Si, business? mais je pense que je l'aurais fait plus tard. Ouais. Parce que là, j'arrivais au stade où j'ai que 20 ans. Je suis encore chez mes parents. Je fais des petits boulots. J'ai été femme de ménage, serveuse. J'ai fait plein de trucs pour économiser. Et en fait, j'ai travaillé du coup en fac pendant une année. Je devais faire la licence. Bien évidemment, spoiler alerte, je suis pas allée jusqu'à la licence. Ça a duré une année. Mais pendant mon année de japonais, je travaillais que les week-ends dans le tatou. Mais vu que c'était une passion, au début c'était les week-ends. Après ça marche mieux, ça commence à être la semaine. Après on travaille de moins en moins à la fac. Et on travaille de plus en plus pour la passion. Et à la fin, la passion elle prend toute la place. La fac, j'y allais même plus. Les examens, je les ai quand même passés. Et je me suis arrêtée à ça. Et j'ai dit à ma mère, voilà, maintenant, quand on voit le point A jusqu'au point B où je suis allée, le chemin il est bon et mes parents ils Ouais, m'ont y a tout qui est accompagné tracé, direct. quoi. Oui. Et mes parents, c'est là où ils m'ont dit il y a 2 solutions. Soit on fait apprenti en tant que tatoueur et du coup à ce moment-là, on peut démarcher des salons pour apprendre et développer sa clientèle, pour faire des conventions et tout. Ce que tout le monde fait quasiment, enfin Ouais. beaucoup font. En généralité. Soit le problème c'est que j'avais tout pris à l'envers. Moi je travaillais déjà à mon compte sans avoir les skills ni rien. Donc en vrai c'était un peu bizarre. Et si je travaillais pour quelqu'un, je me suis dit purée, toute la clientèle que je me suis fait en un an toute seule, en travaillant dans une sous-location de cabine, je vais la perdre. Et c'est là où la question elle s'est posée et que j'ai eu un ami dans le tatou qui m'a énormément aidé. Petite dédicace à Fabien qui restera dans mon cœur à jamais. Ton corazon. Ah ouais. Et j'ai postulé en salon, parce qu'au début, c'était ça que je voulais. Il y avait un salon que j'adorais, redédicace à Invictus. Enfin, citer tous Je les fais- blazes. Ah ouais. Je suis obligée parce qu'en vrai, ça fait partie du parcours. Ils Ouais. m'ont ouvert leurs portes, ils m'ont dit écoute, nous on te prend dans l'équipe, tu peux travailler avec nous, tu vas faire des conventions, on va faire plein de trucs cool et tout. Du coup, ils avaient pris mon profil comparé au profil des autres. Et le jour où ils m'ont pris, je les ai rappelés, je leur ai dit écoutez, en fait, non. Je viendrai pas. Et ils ont été super compréhensifs. Aujourd'hui, on est amis à l'heure actuelle. Et je partage plein de trucs avec eux. On fait des concours ensemble et tout. C'est trop bien. Mais en fait, je me suis dit, j'ai l'opportunité, quoi. En vrai, en 5 années, j'ai quand même vachement évolué pour que ce que j'apprenne, je le mette au profit de quelqu'un. Je voulais me le mettre à mon Ouais, donc, tu profit. as directement eu une grosse décision à prendre, on va dire. Est-ce que tu t'es senti Ouais. légitime dès le départ, du coup? Ah, pas du tout. Mais même actuellement, je me sens pas Même toujours actuellement légitime. Mais pas du tout. Après 5 ans? Pas du tout, mais ça Ah je pense que ouais. c'est le problème de tous les auto-entrepreneurs. Ouais. J'aimerais trouver un auto-entrepreneur qui aujourd'hui me dit après 5 années, je suis totalement légitime de ce que je fais, je suis sûre de moi à 100%. Il doit y en avoir. Non mais on l'est. En fait, c'est que Oui, on l'est, la mais légitimité tu est le liée. sais. Tu es pas C'est objective. juste exactement. T'es pas objectif avec toi-même, c'est Mais en tout. fait, ça dépend d'à qui tu te compares. Ouais. Si je me Mais faut compare pas à se quelqu'un qui a comparer. ouvert depuis 5 ans, non, mais c'est ce qui te fait ta légitimité. Si je me compare Oui. à quelqu'un qui a ouvert depuis 5 ans et que je vois que cette personne elle galère plus que moi, je vais me dire, je suis légitime. Et si je me compare à quelqu'un qui a ouvert depuis 5 ans mais qui a déjà 4 entreprises et qui est passé au statut de chef d'entreprise, je me dirais, purée, je suis pas encore à fond dans mon truc, quoi. Tu dirais que tu as eu une phase de syndrome de l'imposteur? Oui, mais ça a été beaucoup dans ma vie. Ah ouais? Ouais, parce que je réussissais beaucoup de choses sans effort, vraiment. Ça a été dû après à tous les Et comment tu le diagnostics que gères j'avais ça? Parce fait. que peut-être il y en a certains qui se sentent concernés aussi par ça, tu vois, ce côté où Bah, c'est des fois il y en a dommage. certains qui ont des opportunités qui arrivent Ouais. et tout. Prenez tout aux gens, en fait. Ah ouais, Ah oui. vraiment. Si j'avais pu, le nombre de fois où je me suis sentie mal parce que je réussissais mieux que mes copines alors qu'elles galéraient plus, parce que je réussissais mieux à l'école que les autres alors que je travaillais pas, parce que je réussissais mieux dans mes études alors que je travaillais vraiment à la dernière minute. Et au final, j'avais toujours ce truc de me dire, purée, moi c'est pas un truc qui me passionne et je réussis parfois mieux.
Je m'envoie pas des fleurs. Oui, Hein. t'avais de l'empathie en fait pour ceux qui se Exactement, pour donnaient, ceux mais qui se qui... donnaient à fond et je me disais putain, moi c'est pas juste, je trouve que Ouais. sans forcer, il y a des trucs que j'arrive et qu'il y ait des gens qui triment à fond et en fait on se Bah, rend compte que ça fait partie de la c'est vie. ce qui fait notre différence en fait. C'est ce qui fait qu'on a Exactement. chacun nos compétences et qualités Exactement. et que selon si tu arrives à savoir et viser dans quoi tu es bon, tu peux plus facilement les Complètement. perfectionner et devenir vraiment bon dans ce que tu fais. Et il faut pas prendre le melon. Si vous avez le syndrome de l'imposteur, il faut se dire ça vous est arrivé, tant mieux. Tant mieux, parce que combien de gens rêveraient d'être à votre place et de pas galérer entre guillemets, ou juste de réussir quelque chose. Il faut se sentir légitime après. Du moment que vous avez passé le palier, il n'y a pas un palier, je sais pas comment dire, mais il n'y a pas un dernier palier qui fait que ah, ben là on n'a plus le syndrome de l'imposteur. Quoi. Je pense qu'on l'a à vie. C'est juste qu'après il faut le canaliser et se dire allez, au bout d'un moment, je suis pas un imposteur. Prendre du recul sur ce que tu as fait. C'est de la confiance en soi, je pense. Ouais, hein, c'est ça. plus, là, on rentre plus dans le côté, effectivement, Ouais. comme tu dis, confiance en soi, travail psychologique, mental. Mm. Et c'est là où, justement, Ouais. le fait d'entreprendre seul, c'est super compliqué parce que j'imagine que même quand tu as des doutes, des faiblesses et tout, T'es seul. est-ce que toi, t'arrivais à en parler? Si oui, à qui? Est-ce que tu avais un mentor? Est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a accompagné? Non, j'ai pas eu de. J'ai eu la personne qui a changé ma vie, donc c'était Fabien, parce qu'après on est devenus potes, genre vraiment maintenant je l'aime à la hauteur où c'était un de mes frères, hein, vraiment. Mais j'avais quand même quelqu'un pour me confier et tout. Il a quand même un tempérament où il est très stressé, donc je me confiais pas sur tout, Ouais. parce que du coup ça me stresse encore plus. Mais le truc de l'auto-entreprise et d'ouvrir seule, ça par contre j'ai trop galéré parce que j'étais seule. Genre vraiment j'étais seule. Et même si je lui en parlais et qu'avec Aurore ils ont été géniaux et que j'ai rencontré des copines qui ont ouvert et tout, j'ai des gens quand même à qui je peux poser des questions qui ont des réponses. Mais en vrai il y a personne qui est dans ta situation à toi. Il y a Ouais. personne qui a tes compétences à toi, il y a personne qui a tes clients à toi et il y a personne qui a tes galères à toi. Donc en vrai tu te sens vite seule. Tu te dis en fait je vais raconter ma vie pour aux toi, gens c'était mais les quoi gens le ils vont plus- pas me trouver de solution. Pour toi, c'était quoi le plus dur à gérer quand tu as ouvert? Est-ce que c'était l'administratif, c'était le relationnel, c'était le local? Enfin, c'était quoi pour toi dans tout. l'entrepreneuriat le point, tu vas dire, le plus sensible où tu as dû vraiment faire des efforts dessus et t'améliorer au fil des années? Des années, pardon. Tout. Tout. Tout, en vrai, c'était pas ma vie, l'auto-entreprise. Hein. Moi, si j'avais pu tatouer dans une caravane et faire le tour du monde, là, c'est d'un pour coup, ça il que faut gérer des gens, mais c'est là où il je faut suis pas avoir des d'accord parce que clients, il faut... tu dis que c'est pas ta vie, mais comme je t'ai dit, depuis le début, tu as cette fibre artistique où tu touchais à Oui. tout, tu as toujours entrepris des choses sans le Oui. savoir en fait. Donc au final, Oui. tu as toujours eu cette vibe, ok? Mm. Comme tu le sais, moi, à l'inverse, C'est l'inverse. je l'ai découvert. Du moins, j'ai dû apprendre à vivre avec cette nouvelle mentalité, ce nouveau mood, cette nouvelle façon de penser Ouais. pour faire développer ton activité. Donc toi, en soi, tu as déjà eu cette fibre, tu vois. Donc c'est quoi quand tu as commencé vraiment à être dans le sérieux qui t'a fait ouf, ah ouais, ça je m'y attendais pas, en vrai. Les gens, parce qu'en Les vrai, bah oui. De En quoi, le vrai, retour client, tu parles? Ça, les critiques. Les critiques. Moi, ça m'a anéanti les 2 premières années, en vrai de vrai. Mm. De toute façon, C'était quoi les avec critiques? moi. Que j'étais pas légitime. Que j'étais pas légitime, que ce que je proposais c'était de la merde. Mais en soi, tout est relatif. J'avais 20 ans, j'étais pas formée, je me suis formée toute seule sur moi. J'ai ouvert un salon de 80 mètres carrés à 20 ans, j'ai eu des responsabilités rapidement à 20 ans. Et les gens, ils voyaient pas tout ça derrière, ils se disaient juste, ce qu'elle fait, c'est de la merde. Comparé à ce que moi je fais, et moi j'ai 40 ans d'expérience. Et en fait, ils comparaient un truc qui était pas du tout comparable, on n'avait pas les mêmes chemins de vie et tout. Et ça, moi j'avais beaucoup de mal, parce que je me disais, putain, des gens que j'aurais pu adorer en tant que pote dans ce milieu, au final, c'était des enflures de première. Et aujourd'hui, je me dis, de toute façon, C'est je la m'en vie, fous hein. parce que la vie m'a fait que, la vie a fait que je suis là où j'en suis et je suis tellement Ça, contente. ça te donc, fait une expérience. Si tu as toujours, t'es la première à me dire, il faut toujours tirer du positif. Donc techniquement. Ah là, le positif, il y était, hein, on avait tous envie de se chuter les veines en fin de journée. Donc ça, c'était mais au dur, final, ça t'a mais fait une expérience, ça t'a complètement. mis sur le chemin de certaines personnes. La Après, résilience. ouais, voilà. c'est le meilleur mot, c'est le prochain tatouage sur le torse, résilience. Ça va vraiment être c'est que peu importe les critiques que vous avez, du moment que vous avez confiance en ce que vous faites, au bout d'un moment, tout ira bien. Il n'y a pas de raison. Mais il faut avoir confiance en soi. Et ça se développe avec l'auto-entreprise. Hein. De toute façon, si t'as pas confiance en toi, fais pas de l'auto-entrepreneuriat parce qu'il y a tout qui est fait pour te jeter des bâtons dans les roues. Donc si t'as pas un minimum de confiance, un minimum de... Comment on dit là, quand on te casse le sucre sur le dos, si t'as pas un minimum de force et que t'es pas un Les épaules. minimum... Ouais. Et que t'as pas les épaules pour, ça sert à rien de se lancer parce que j'ai l'impression que l'auto-entreprise, c'est l'auto-entreprise, c'est un chemin semé d'embûches. C'est juste qu'après, il faut que tu te dises, j'ai mis les pieds dedans, j'y reste, et ça va être mon entreprise et moi jusqu'à la fin. Et justement, quand on parle de cette différence où toi, tu as cette fibre et moi, je l'ai découverte, tu penses que c'est plus facile
d'entreprendre si tu as déjà eu cette fibre toute ta vie un petit peu d'entreprendre des choses, ou tu penses que n'importe facile. qui peut s'adapter à l'entrepreneuriat et techniquement peut réussir à monter son truc? Non. Tout le monde Compliqué est fait. ça là, hein? Tout le monde est fait pour l'auto-entreprise, mais peu de gens sont faits pour le rester. Ouais. Tout le monde peut Ok. se lancer, c'est ouvert à tout le monde parce que dans tous les cas, ça vous coûte rien selon les business que vous voulez lancer. Mais il faut avoir ce mindset de se dire, je suis assez rêveur pour pouvoir mener mon entreprise à bien, mais je suis assez solidaire pour pouvoir me dire, je vais trouver des clients et essayer de me démerder. Mais je suis assez tête sur les épaules pour me dire, il faut que je gère un business et je peux pas partir à droite à gauche. Comme ça. Donc en fait, il faut être multifacette et ces multifacettes, il faut que tu les gardes le plus longtemps possible. Et ça, les gens, au bout d'un moment, ils Est-ce lâchent. que parmi la multifacette et cette polyvalence, tu dirais que le fait que tu aies su gérer tes réseaux sociaux, ça t'a grandement aidé ou pas? Ah oui, mais bien sûr. Mais en fait, c'est pas que les réseaux sociaux m'ont grandement aidé, parce que ce que les gens n'ont pas vu, c'est toutes les heures de travail qu'il y a eu derrière à poster et tout. Je peux dis pas que confirmer c'est, là, pour le coup je peux confirmer. Mais je dis que je passais un temps écran monstre et les gens, je pense qu'ils se rendent même pas compte que je finissais la fac, j'étais sur mon téléphone jusqu'à 3h du matin pour faire des montages, que quand on partait en vacances avec des amis, j'étais collée à mon téléphone, que quand on était en vacances, un repas de famille, j'étais collée à mon téléphone, que quand j'étais avec toi, Ouais, mais dit comme ça, j'étais c'est pas collée si à mon cool. Hein. téléphone et c'est pas du tout cool. Mais en fait, une fois qu'après ton réseau il marche et que du coup tu peux lever le pied, Oui, tu tu te t'es dit dis, heureusement putain, que j'ai fait ça. heureusement que j'ai fait ça et c'est ce qui m'a permis de développer ma clientèle et du coup de développer un côté que peu de gens, je trouve, que j'ai retrouvé dans le tatou, c'est ce côté où j'ai vachement dit aux gens, venez comme vous êtes. Et ça a plu, en fait, parce que Ouais, je cette disais aux gens, transparence, hein, de toute façon, la transparence que ouais. j'ai avec mes clients, ça pas ils pour le rien qu'on est savent, je ensemble. vous aime. Hein. C'est pas pour rien qu'on se comprend sur ça, ouais. C'est qu'on a Parce tous que les deux c'est la trop même bien. mentalité sur ce niveau-là. Parce que je pense que le petit truc en plus qu'on a, c'est le fait qu'on soit vachement humain. Mm. Et qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'auto-entreprise pour juste faire des sous, parce que forcément, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, Non, comme bien on dit. sûr, ça reste un business. Mais nous, C'est on le pourrait boulot. vivre d'amour et d'eau fraîche sur nos business parce qu'en fait, on est tellement épanouis dans ce qu'on fait qu'on se dirait putain, Oui, bah, ouais, c'est ça. Parce C'est que tu as génial, genre. privilégié le côté passion génial. et te dire Ouais. tous les jours, putain, mais je me lève et je suis heureuse. voilà, j'ai la chance de quand même de, même si je vivote ou je survis des fois, ouais, mais Ah oui. je fais ma passion, quoi. Et je fais ma passion parce qu'on a la chance de pas avoir 3 tonnes de frais à côté, de pas avoir 3 tonnes Bien de sûr. frais personnels, Après etc. ça reste la vie de chacun, bien sûr. Non, mais ça reste Pas notre tout le vie monde peut se perso, lancer, mais après, D'accord. j'ai envie de te dire, est-ce que ça n'a pas été difficile aussi pour toi de jamais avoir connu, techniquement, parce que vu que tu as dit que tu t'es Le lancé à monde 20 du ans, ben ouais, au final, tu n'as jamais vraiment connu le côté collègue de travail, le côté relationnel que tu peux avoir dans une entreprise hiérarchisée, ce que beaucoup de Bah, personnes doivent techniquement- vivre derrière la caméra, Techniquement, je l'ai j'imagine. connu. Je l'ai connu, mais pas parce que je l'ai connu, j'y travaillais. Ah non, par contre, T'étais j'avais pas dans de une fiche de société. paye. Non. Voilà, tu n'as jamais Non, eu une non, fiche non. de paye de ta vie, tu n'as De ma jamais vie, je n'ai jamais connu une fiche eu de des paye. comptes à rendre, justement. C'est parce qu'on va parler de ça, c'est ça ce qui débouche Ça, je l'ai eu, les comptes à l'entrepreneuriat. rendre. Ouais, mais c'était pas comme une. Non, je te jure que non. C'est pas des comptes à rendre comme quand tu as un manager qui te regarde Ah tous les jours non, faire. mais bien sûr que non, un mais je patron. pense que je l'aurais étranglé. J'ai un tempérament où je peux pas fermer ma bouche. Donc tu me dis fais ça et ça me casse les couilles. J'ai été en stage à Ikea, ça a duré 2 mois. Pour ceux qui ont vécu le stage avec moi, je pense qu'ils se rappelleront de mon ouais. nom, tout mon stage. Je leur ai fait des trucs où en partant, le mec il m'a dit je pense qu'on nous avait jamais fait ça en tant que stagiaire. Ils m'ont fait faire des trucs de fou, hein. Je vais pas dire parce qu'après on partira. T'étais pas faite pour le monde du Ah travail. mais pas toi. du tout. Mais j'ouvre trop ma bouche, je pense. Mais j'ouvre pas ma bouche méchamment, L'honnêteté, mais c'est l'honnêteté, encore une fois. et c'est l'honnêteté et c'est le truc de j'ai besoin de me rendre utile et que quand je suis dans une entreprise, je vais m'y donner à fond. Mais il faut C'est ça. savoir un truc, c'est que dans l'entreprise, demain vous mourrez, le patron vous remplace. Dans l'auto-entreprise, demain je meurs, mon auto-entreprise elle meurt avec moi. Et ça, c'était Exactement. le plus beau truc qui puisse se passer. C'est que si mon bébé, je le fais pas fructifier avec moi, le jour où j'y suis plus, mon bébé il marche plus. Et donc en fait, indirectement, mon T'as monde cette tourne sensation autour de oui, ce voilà, truc. d'appartenance, Alors que dans ouais. l'entreprise, t'es un pion. Même si tu donnes tout ce que tu veux, que t'es un super patron et tout, le jour où tu meurs, tu seras un mec de plus qui a Bon, on disparu. vous souhaite pas la mort, bien Ah non, évidemment. non, je vous souhaite pas du tout de mourir, ça n'a rien à voir. Ah non, Encore non, une non, fois, je, m'en tirerai je les foudres. précise, on parle de nos expériences Oui. personnelles avant tout. Non, mais Donc ce que s'il y je en veux a dire, qui c'est peuvent que un petit peu se Tu te sentir sens visés, plus utile. Tu te sens plus. Mm. Après, ça dépend des tempéraments, de la confiance en soi et tout. Je peux comprendre Ça qu'il y en a dépend qui n'ont pas confiance en eux pour déjà, ouvrir. et ça dépend aussi qu'est-ce que tu ouvres. Parce Ouais. qu'il y a des entreprises qui ouvrent Bien qui sûr. sont pas forcément utiles. Parce Bien que nous, sûr. tu vois ce que je veux dire, Ouais. même nous, techniquement, On n'est pas utile. hein. utiles. Non, non. C'est pas des métiers utiles, tertiaires, etc., Non. comme certains pourraient Ah non, faire, on aurait comme pu par dans la exemple cosmétique, la bouffe. ceux qu'on connaît qui sont menuisiers à leur compte, etc. Mm. Là, c'est des métiers utiles, entre guillemets. Donc, c'est vrai que nous, c'est dans l'artistique, donc c'est encore un poil niché, un peu plus C'est subtil. dur.
c'est dur parce que l'artistique, en plus, tu peux pas le jauger et que de jour en jour, l'artistique évolue tout le évolue. temps. Voilà. Et donc, est-ce que tu évolues avec ton temps et tu te fais critiquer par les anciens qui trouvent que tu plus ta place, ou est-ce que tu évolues pas et du coup, tu te fais critiquer par les nouveaux et tu te fais un peu doubler et du coup, tu as ce manque de crédibilité. Donc, en fait, l'artistique, tu jamais ta place. C'est pour ça que du moment que tu as la fibre et qu'elle est en toi, trace ta route. On s'en fout de ce que les autres juste pensent. faire. Exactement. Fais et après, tu verras. Si Donc tu toi, fais pas, tu peux pas savoir. Comme on a dit un petit peu tout à l'heure, pour ceux qui ne savent pas, tu as quand même eu une grosse exposition sur TikTok qui t'est arrivée via tes réseaux sociaux, donc ce qui a permis principalement de mettre un peu, surtout ta vibe, avant ton travail. Non, mais avant de dire ton travail, j'ai envie de dire ta vibe. Ah, j'étais connue pour ma vibe, ouais. Voilà, j'ai pas été connue pour mon travail. Et c'est ce qui en a découlé sur le côté, ce qu'on disait, le côté humain, qui a peut-être plus ramené du monde à ton shop et qui t'a fait vraiment découvrir après en tant que tatoueuse. Complètement. Mais du coup, toi, comment tu as réussi à gérer ta valeur, à fixer tes prix? Parce que vu que c'est un métier artistique, au même titre que par exemple la musique, tu dois te caler aussi sur la concurrence, mais on sait que les tatoueurs, il y a encore plus de concurrence, de prix différents, contrairement à un studio qui doit quand même, on va dire, avoir des tranches précises. Toi, c'est vraiment purement produit, tu es ton propre produit. Comment tu vends, comment tu fixes tes prix? Bah déjà, au début, ils étaient bas. Ils étaient bas, mais parce que... Normal. Bah déjà, et puis tu te dis, putain, les gens, c'est que du plus. Et j'arrivais pas à avoir ce côté de se dire, en vrai, s'ils viennent chez toi, c'est parce qu'ils ont des sous en plus pour se faire kiffer. Et pas l'inverse. C'est pas, tu dois te mettre à raber des gens et ils doivent bouffer des pâtes pendant un mois. C'est du moment que tu ouvres ton entreprise, il faut que tu sois carré. Je me dis, j'ai pas un niveau de bâtard qui fait que si aujourd'hui on prend mon travail, on se dit, purée, elle peut être à 500 € de l'heure et il faut pas abuser. Mais ceux qui sont à 500 € de l'heure, ils connaissent leur valeur et ils ont peut-être 40 ans d'expérience. Moi, entre guillemets, j'ai que 5 années dans le métier. Donc déjà, mon expérience en tant que tatoueuse, elle n'est pas énorme. Hein. En vrai, je suis encore un petit bébé dans le métier. Il y en a plein qui me demandent des formations. Je vais pas vous former, je suis encore en train de me former. Donc ça, vraiment... Ouais, mais là, tu vois, c'est là où moi, je vais te contredire. Et si je dois faire le parallèle avec la musique, tu vois, mais un gars qui a peut-être 10-15 ans d'expérience, tu sais pas comment lui, il a fonctionné dans sa vie. C'est-à-dire que, par exemple, toi, ce que tu as entrepris en 5 ans, c'est équivalent à ce que lui a fait en 15 ans. Exactement, oui, mais alors à ce moment-là, donc l'expérience est la même. Non, mais c'est pour ça que... C'est pas une question de durée pour moi. C'est pas une question de durée, mais c'est une question de tout. C'est une question que nous, dans le tatou, il y a beaucoup ce qui rentre, c'est le local, la manière de travailler, la manière de gérer ses réseaux. Moi, je sais que de me dire j'ai ouvert... Ça, je n'ai jamais expliqué aux gens pourquoi j'étais à tant d'ouverture d'aiguille et tout. Mais parce que vous avez 80 mètres carrés. Sur les 80 mètres carrés, je travaille seule. Donc la session que vous me réservez, la séance qu'on va passer ensemble, elle va privée, elle est unique. Privée et unique. Vous avez un parking à disposition avec des voitures. Vous avez du coup un stationnement qui est libre. Vous avez des produits qui sont utilisés pour après la cicatrisation que parfois pas tous les tatoueurs utilisent. Donc vous avez un suivi tatou. Vous avez également les retouches. Je ne fais pas payer les retouches pendant une année parce que les retouches pour moi elles sont comprises dedans et que ça va dépendre de mon travail uniquement si vous avez bien effectué la cicatrisation. Oui. Et bien évidemment, après tout le matériel. Et après, au fur et à mesure des années, j'ai l'expérience. Un coup, je pars à l'étranger pour travailler. Un coup, je gagne des prix dans une convention. Un coup, je rencontre des gens qui me permettent d'évoluer et du coup de monter mon taf. Et au fur et à mesure que je monte ça, quand après je rentre en France, je peux plus pas. Je propose pas un tatouage à 100 balles alors qu'il va peut-être en valoir 250. Alors qu'au début, je le mettais à 100 balles, quoi. Ouais, mais est-ce que tu penses justement que en France principalement, on a cette difficulté justement de valorisation du prix d'un produit, non, mais valorisation de l'être humain. De l'être humain aussi, j'ai envie de dire. En France, c'est la valorisation de l'être humain qu'on sait pas faire. C'est la France, ils disent qu'ils font tout pour les auto-entreprises, ils font rien du tout. On te fout des bâtons dans les roues déjà avec l'URSSAF, toutes les taxes à payer. Au final, tu ouvres une entreprise, t'es plus comme ça de l'ouvrir que de te sentir aidé. Et en plus de ça, t'as ce truc de te dire quand t'as les cojones d'ouvrir ta propre entreprise et de travailler pour toi, les gens qui sont jaloux et qui sentent ce truc de se dire purée, lui il fait quelque chose que moi j'ai pas osé faire ou que moi je peux pas encore faire par rapport à l'argent, par rapport à ma situation et tout, ils te foutent des bâtons dans les roues et tu essaies de te lancer sur les réseaux sociaux pour faire connaître ton entreprise. Et sur les réseaux sociaux, les gens, vu que c'est le seul endroit où ils ont une liberté de parole et qui se cachent derrière un écran, on te taille derrière les réseaux sociaux. Donc au final on a un pays où on te dit allez super, il faut que tu te lances, il faut que tu sois à ton compte, il faut que tu sois heureux, mais en fait il y a aucune case qui est alignée pour que tu sois pleinement épanoui, que ton business y marche et qu'en plus tu te dises bro, j'ai confiance en moi. Donc je pense que le problème, en fait, il vient justement de la mentalité. Exactement, good job, motherfucker. Mais la mentalité, on va dire, qu'il y a aussi entre professionnels. Complètement.
plutôt que les Complètement. préjugés des clients. Mais Parce qu'il y a complètement, aussi les bon, deux. c'est C'est les de deux. tout. Non, mais Ouais. c'est de tout. C'est que je trouve qu'en France, on n'est pas gâté. Pour ceux qui ont la chance de voyager et tout, je dis pas que dans les autres pays, c'est mieux, parce que dans les autres pays, il y a beaucoup Il y a plus de plein de galères points qu'en France. positifs et de points négatifs partout, hein, Exactement. comme dans tout. Donc bon. Mais comme ils disaient les Anglais et les Américains, open mind, c'est Ouais. l'ouverture d'esprit. Et en France, on l'a pas l'ouverture d'esprit. En France, dès que quelqu'un entreprend quelque chose, on va le tailler. Mais dès qu'il va être trop taillé, on va le dire ah, peu cher le harcèlement. On n'a aucun juste milieu en France. Tu vas dans les autres pays, quand ils ont pas d'argent derrière ou qu'ils ont pas plein d'aides sociales, de trucs et tout, et qu'ils doivent ouvrir un truc, ils te parlent de trucs comme si c'était genre la chance de leur vie. Moi, demain, je parle Ouais, d'une ils ont cette entreprise flamme. Ils ont cette flamme. que je trouve les Français, on a moins. Ou du moins, c'est normal qu'on ait moins cette flamme parce que le système politique est français. Il fait qu'on Il est qu'on tellement aura des catastrophique galères. que tout, Ouais. tout le monde survit dans la T'es France moins à Macron. hype, t'es moins hype, Tout ouais. le monde survit dans la France à Oula, Macron. oula, positionnement. Donc... Non, mais bah oui, je m'en fous. Honnêteté, transparence, sans Non, filtre. transparence, parce que de toute façon, tout le monde peut être d'accord avec moi. Je trouve que dans la France à Macron, t'écoutes pas une vidéo où il n'y a pas quelqu'un qui est en train de galérer. Et ce que je veux dire, c'est que cette galère, c'est que forcément les gens vont être moins créatifs et vont moins se dire allez, je vais lancer un business. Alors que Et si vont t'avais être- une sûreté Et derrière non, toi, même tu te lancerais. Même si ils ouvrent le business, ils vont être moins humains parce qu'ils vont penser plus financier d'abord que au contraire passion. Ah ouais, Et l'angoisse. ça c'est ce Genre, qu'on a rien que pu quand on parle de observer. ça, ça m'angoisse, je taquicarde. Et moi, pour les studios, c'est la même. Moi, je suis le premier à dire que certains studios, leur manière de fonctionner, Mais c'est des malades. comment dire, Mais c'est des malades. de faire continuer ces préjugés de on vient au studio, faut fumer la chicha, faut tout le monde est Non, ouh. ça, on s'en fout, parce qu'après, les mecs, en vrai, ça leur plaît, c'est normal, c'est le mood. Bah ouais, mais il n'y a Tu pas que vois. ça, il y a le côté aussi des rabais des prix que j'ai déjà un petit peu fait sur mes vidéos TikTok et notamment en live où je vois des gens qui mixent pour 10 balles, 20 balles. En fait, Je me permets, oui. tout le monde veut réussir, tout le monde veut entreprendre, tout le monde veut faire des trucs et tout, ça c'est bien, mais par contre, tous ceux qui veulent des trucs rapides, pas chers, gratuits, efficaces, ça se paye. Au bout d'un moment, vous avez un être humain qui est derrière un business, et ça, il faut vraiment le comprendre, parce que j'en ai marre de dire aux gens, oui, mais derrière, il faut arrêter de se justifier sur vos tarifs. Vos tarifs, c'est vos tarifs, vous savez ce que vous valez, vous savez dans l'argent dans quoi vous le mettez, genre de se dire que tel truc, ah mais c'est pas légitime, c'est pas si t'es légitime. Ton matos, c'est toi qui l'as acheté, ton expérience, c'est toi qui te l'as faite, tes créations, c'est toi qui te les as faites, les heures passées sur les réseaux sociaux, c'est toi qui te les as faites. Donc au bout d'un moment, quand on remet ton taf en question et quand on remet tes tarifs en question, c'est no way. Ces gens-là, ils ont pas le budget pour toi, ils décalent et ils vont à quelqu'un pour qu'ils ont le budget. Mais c'est pas à toi de te remettre en question. Et ça, c'est hyper important quand tu fais l'auto-entrepreneuriat. Ce n'est pas à l'auto-entreprise de se remettre en question, c'est à la mais clientèle, comme on c'est à disait. savoir de qui tu veux viser. Oui, mais du coup, ça revient avec la confiance en soi, Voilà, pour savoir la qui tu veux confiance viser. et surtout Eh oui. c'est dur de De se fou. dire bon si je prends le côté financier ben, c'est peut-être un client potentiel qui sera perdu Et tant pis. tu vois. Ça, moi, Donc, je l'ai appris sur le tard. Et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Arrêtez de prendre les broussailles de partout parce qu'après, vous allez Ouais. finir avec de la merde en pâte. Genre vraiment, et ça, tu le sais. oh la métaphore de fou. Ah, c'est pas Victor Hugo qui vous parle, mais vraiment, c'est de se dire soit vous allez gratter à tous les râteliers et après, vous allez avoir que des problèmes parce qu'en fait, ces gens-là, c'est pas votre cible. Soit dès le début, vous filtrez et vous allez galérer plus parce que du coup, forcément, la demande sera moindre. Mais au bout d'un moment, l'activité, elle sera pérenne. Et là, vous serez apaisé. C'est Et ça, c'est tu le feras plus des projets beau que tu kiffes avant truc tout que je peux vous conseiller. et tu seras pas soumis aux règles des clients. Bah non, mais dans Parce ce que le cas-là- client est roi mais quand même abusez pas non faut plus. pas abuser. Il y a des clients rois et il y a des clients mal polis. Et les clients mal Ouais. polis, on les envoie se faire foutre. Parce qu'au bout d'un moment, il faut pas déconner. C'est notre santé mentale dans l'auto-entreprise qui joue en jeu. Moi, depuis que je l'ai compris, t'es pas satisfait, tu te casses. T'as un truc à me dire, tu me le dis et tu pars. Ici, on est à débat, on peut discuter Ouais, mais est-ce que de tu tout. penses, Il tu faut- penses qu'il y en a certains qui peuvent se dire en ayant ce discours, ils peuvent se dire ouais mais elle a un peu comment dire, elle se remet pas en question peut-être. Ah non, à je me penser remets comme en ça. question. Ah ben non. Si tu penses que je me remets Parce pas que en eux, ils ne question. savent pas que tu t'es remis en question et que du coup là tu t'es dit non mais c'est bon c'est ma Oui, valeur. mais- Lui ils arrivent, il se prend juste un stop, il comprend pas le client. Non, parce que le stop, il est bien expliqué. Et si t'es pas Oui. capable de Oui, parce qu'après, il faut comprendre, donner je les suis humaine, arguments, bien sûr, je bien te sûr. dis pas non. Mais si par contre derrière tu comprends pas le stop, je sais qu'il y a des clients que je refuse parce qu'ils me disent oui j'ai tel projet et tout, et ben je trouve qu'il est pas dans ma vibe. Je trouve que j'ai des copains à moi qui le font mieux. Je vais pas prendre tes sous pour prendre tes sous. Moi si mes potes savent mieux le faire, je t'envoie chez mes collègues. Et ça c'est pas donné à tout le monde de se remettre en question sur son travail. Eh ben, c'est pas donné à tout le monde des gens qui envoient des. Déjà, oui, ça c'est Des un clients autre débat, aussi. mais bon, Ouais. voilà. À parté, moi j'envoie des clients à tout le monde, ça me dérange pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que ça m'est déjà arrivé que le client me renvoie un message et me dise attends, je comprends pas, en fait mon projet t'intéresse pas. Ben, sur le papier, c'est pas que tu ne m'intéresses pas, c'est que je trouve que professionnellement parlant, je suis tellement en adéquation avec ce que je propose que si le projet, je trouve que ben, il rentre pas dans ma vibe, il rentre pas dans mon style, il rentre pas dans mes tarifs, ou que tu peux trouver mieux ailleurs, je pense à toi en premier, je pense à ton plaisir en premier, je pense à tes besoins en premier, et je me dis si moi j'étais à sa place, j'aurais aimé qu'on me conseille comme ça. Si après le client, Clairement. chacun a son prisme, comme dit mon père.
le prisme. Chacun a son prisme. Si le client n'est pas capable de prendre ça et qu'après il va dire à quelqu'un d'autre ah mais cette tatoueuse elle me voulait pas et tout, c'est pas mon dos hein. Après c'est pas mon dos. Le travail il a bien été fait. J'ai conseillé, t'as pas voulu venir, ça t'a pas plu, c'est pas mon problème quoi. Ouais, mais comment tu réagis après? Tu sais, au moins on m'a toujours dit, les rumeurs mauvaises vont tellement plus vite que les bonnes rumeurs. Oui mais les rumeurs mauvaises, il faut y en avoir. Enfin, pour qu'il y en ait, il faut qu'il y ait une base. Et pour que la base elle soit accusable, il faut qu'elle soit démontable. Et si la base elle est solide, il Oui, n'y a si pas de toi raison. après, oui, si toi tu sais forcément. Si t'es la droit dans personne tes après bottes, elle bien revient, sûr. elle a fait 3 tonnes de rumeurs avec tous les tatoueurs et que moi je la confronte et je Mm. lui dis regarde les messages, je t'ai gentiment conseillé. Moi je prends mes réseaux sociaux aujourd'hui qui ont une crédibilité. J'explique derrière mes réseaux sociaux et je dis ben voilà, il y a eu telle histoire avec telle personne. Mm. Les gens qui me connaissent me comprennent. Et puis la moitié des gens, c'est justement ça qui coule dans nos business. C'est que je pense qu'on est tellement transparent avec nos clients que moi demain je fais n'importe quoi dans n'importe quelle histoire, dans n'importe quel truc. Mes clients ils me connaissent tellement que en fait ils savent la personne que je suis. Ouais. Il y a pas de comment on appelle ça, Penser derrière, il n'y a pas il n'y a pas de mauvaise pensée, il n'y a pas de côté faux. Ouais. Après, on connaît jamais les gens à 100%, mais évidemment, il y a l'image que tu donnes sur les réseaux, l'image que tu es dans la vraie vie. Ouais, mais, Mais dans la communication. souvent, les gens, quand ils me rencontrent, ils me ouais. disent putain, meuf, t'es pareil que derrière les écrans. Mm. Mm. Et pour avoir rencontré des gens qui sont dans les réseaux sociaux et qui ne sont pas pareils que derrière les écrans, je peux vous dire que vous voyez vraiment la différence. C'est vrai. Ben, en parlant de réseaux sociaux, pour toi, c'est quoi une bonne communication en tant qu'entrepreneur? Et si tu devais faire le parallèle, parce que pour ceux qui ne le savent pas forcément, tu as aussi fait quelques apparitions sur certains artistes, avec certains artistes pour être chargé de com, entre Au guillemets. studio, Voilà, vu que tu as... Ben, pour le studio principalement, tu m'as aidé bien évidemment au début de la com à tout mettre en place, mais surtout normal. pour certains artistes qui passaient au studio, qui avaient besoin un peu plus de communication, de visuel, etc. Tu as aussi eu le rôle de chargé de communication, si on peut l'appeler comme ça, même si c'était pas vraiment ton métier premier. Ouais, c'était pas mon métier. Mais comme on disait, vu avec toute ton expérience de mana, tout ce que tu as un peu étudié sur le marketing. Non, mais tu sais que c'est surtout qu'à chaque fois tu dis mes études, mais c'est surtout TikTok. Oui, surtout aussi, à Parce force que de faire, mes bien études, sûr. j'ai pas de réseaux sociaux dans Bien mes sûr. études. Non, mais je me rappelle, tu sais, tu me décrivais des marques, tu arrivais à analyser une marque, Ah oui, pourquoi non, elle ça c'est pas fonctionne. pareil. Ah oui, non, mais C'est c'est ça pas que les je te réseaux. parle. Ok, d'accord, on Parce n'est que pas sur le même truc. quand on parle d'artistes, peut-être certains derrière la caméra, vous êtes artiste indépendant, vous êtes votre propre produit, donc vous avez Bien votre sûr. propre image à mettre en valeur. L'image de marque. L'image Voilà, de j'ai marque. travaillé l'image de C'est marque. ça ouais, que je voulais dire. À l'école, je l'ai travaillé. Voilà. Ah oui, j'apprenais la conception d'un produit, la réalisation et la Exactement. vente. Donc, Donc, en ayant aussi eu un petit Bien pied, on va dire, à l'étrier de la musique et du chargé de communication, c'est quoi pour toi, pour un artiste ou un entrepreneur, une bonne communication sur les réseaux? déjà être présent tout le temps. Les gens, ils ont du mal avec ça, mais je dis toujours, La régularité. Alors, pas tant Parce la que tout le régularité, temps, mais c'est dur, hein. Ben oui, mais c'est ce qui fait que du coup, ton taf. Sachez une chose, vous pouvez publier 1000 vidéos, s'il y en a qu'une qui marche, il y en a 999 qui n'auront pas fonctionné. Si vous publiez 10 vidéos, vous pouvez pas après vous étonner de vous dire putain, je marche pas sur les réseaux. Sur TikTok, avant d'arriver au palier auquel j'ai atteint actuellement, les partenariats, les trucs et tout, je postais peut-être 6 vidéos par jour. J'atomisais les gens et d'ailleurs. Je me disais, purée, mais les gens, ils vont me trouver complètement barjo. Ils vont se dire, elle me saoule. T'avais peur un peu du regard des Tu autres. t'en souviens, je faisais le compte de jugement. maquillage, le compte de C'est chant. vrai, le J'ai maquillage écrit un aussi, livre, c'est vrai. j'ai fait 6 comptes Instagram. Tout le monde me disait quoi? Ah, mais la meuf, elle ouvre des comptes Instagram pour tout. Mais je m'en fous. Parce qu'actuellement, vu que j'ai un compte qui marche, tous mes autres comptes marchent. Donc du coup, ce que j'ai ouvert à la base, ça marche aussi bien que le premier truc que j'ai ouvert. Et ça, c'est hyper important. La régularité, c'est hyper important. La transparence. Je pense qu'à l'heure actuelle, on a envie de s'attacher à la personne Mais c'est plus quoi qu'à pour la toi la musique. transparence? Parce que tu vois, Être il y en a- vous-même, mais être ouais, vous-même. mais- Il faut pas mentir. Il faut pas. T'es dans la galère, ben montre que t'es dans la galère. Il y a plein de gens qui sont comme toi et de gens qui justement se reconnaîtront dans ton contenu. Et ça, je trouvais que c'était hyper important. Que les artistes qui venaient là, c'était des artistes où au début c'était la galère, c'était le truc et tout. Mais quand tu fais tes premiers trucs, que tu fais tes premières radios, que tu fais tes premières scènes, que tu fais tes premiers concerts, partage tout. C'est trop bien. Il y a des gens qui vont juger que t'es chanté devant 30 personnes, mais ces gens qui vont juger, ils auront jamais chanté dans leur cuisine. Donc au bout d'un moment, il faut que tout soit relatif. Prenez les Et conseils au final, des gens. tu vois l'évolution. Hein. Mais bien sûr. Et puis déjà, tu vois l'évolution. Et puis tu te dis, une fois que tu as bombardé les gens et que ton algorithme il a tourné à fond, je dis pas que les réseaux sociaux ça marche pour tout le monde, mais je dis juste qu'une fois qu'après, tu as un minimum de retour sur tout ce que tu as fait, ça te booste 3 fois plus pour améliorer ton contenu, pour la tenue. On va pas se mentir. Ça, c'est un truc qui a été beaucoup controversé. Je suis une femme. Oui. Et généralement sur mes réseaux, je m'affiche à mon avantage. Là actuellement, je vous ai ni mis de Ce qui est latex, logique. ni de décolleté, ni de rouge, mais Mais tu aurais pu. il le sait. Souvent, je me mets très en avant sur mes réseaux sociaux et en plus de ça, je trouve que du coup, t'as le côté où c'est attrayant. Les gens, ça leur plaît de voir quelque chose
de sympa à l'écran, de je suis pas sur mon canapé vautré et en mode je te donne pas à voir. Je dis pas qu'il faut, mais l'image de marque et l'image juste des personnes, c'est hyper important et on se rend pas compte. Ça représente ce que les gens vont penser mais de surtout ta dans marque la musique, et de ta société même carrément. Autant ma société, ça je comprends, en tant que tatoueur, on peut être de tous les styles et tout, parce que nous je trouve qu'on a quand même un taf où c'est vraiment... C'est plus ouvert. C'est hétéroclite, tu as de tout, tout le monde peut avoir des styles différents et tout. Par contre, je trouve que dans la musique, l'artiste il doit se développer sur le plan perso, et du coup vous allez vite être catégorisé. Tu mets un survêt, le mec qui essaye de faire comme Jul, tu as les cheveux lâchés, le mec on dirait SCH, tu rappes un peu tranquillou, un peu détente, le mec qui chante comme Hamza. En fait on te catégorise. Donc si on te compare très très vite. Mais bien sûr, donc si t'as pas une patte à toi physique et intellectuelle, on va vite te catégoriser et c'est le meilleur moyen je trouve pour ne plus réussir après et être dans une niche. Et donc complètement... c'est quoi le conseil? Parce qu'il y en a, c'est leur style aussi, je veux dire les bien Hamza, sûr, il n'y en a pas qu'un, il y en a plein, comme les SCH. Ouais, mais tu vois, on est dans une généralité, on dit les SCH, les trucs et tout. Donc en fait, tu te réfères encore à eux. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y en a plein qui ont aussi leur propre style, etc., mais qui sont peut-être juste dans la norme et du coup qui sont moins choquants, qui ont moins... Parce que tu vois, je trouve qu'on est dans une société où ça parle beaucoup plus. Si maintenant tu peux avoir un physique atypique, si tu as un côté très choquant et original, bien sûr. Mais ça va souvent dans les critiques un peu négatives. C'est ce qui me dérange, c'est que c'est pas... T'es original, t'es juste décalé, donc on va te critiquer. Alors, ça fait de l'interaction, mais on te critique. Et il faut avoir les épaules, et c'est ce qu'on dit. Exactement. Mentalement, après, c'est très dur. C'est soit tu joues de ce côté où t'es vachement différent et tu joues ta différence, mais derrière, il faut assumer les critiques. Soit t'acceptes de rentrer dans le moule, mais derrière, mon gars, si t'acceptes de rentrer dans le moule, il faut que tu te dises que ça va être beaucoup plus dur parce que les critiques, dans tous les cas, t'en auras quand même des critiques. Bien sûr, et ça, il faut arrêter avec ça. Sûr. Si vous êtes artiste et que vous regardez cette vidéo, putain, mais croyez en vous, vous imaginez pas tout ce que je lui dis. La phrase que je lui répète le plus, et vraiment, si je pouvais être une mamie dans vos familles et vous le répétez tous les jours à l'oreille, ce ne sont pas les gens les plus talentueux qui réussissent, ce sont les gens qui ont le plus de culot. C'est le culot qui paye dans ce monde. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as plus les réseaux sociaux, tu peux plus faire marcher un business comme avant, sortir dans la rue et juste discuter. Aujourd'hui, il faut que tu te mettes en scène. Aujourd'hui, il faut que les gens ils adhèrent à ton personnage. Il faut que les gens ils adhèrent à tes idéologies. Si t'es pas un package complet, les gens ils t'écoutent pas et ta crédibilité, elle est... Donc, aie confiance en toi. Trop bien, c'est trop bien d'avoir confiance en soi. Putain, moi je suis trop contente de voir des gens qui arrivent, ils sont trop contents de leur projet, tes artistes, ils sont trop motivés et tout. Tu te dis, t'es pas connu, c'est pas grave, ça viendrait un jour, mais dans tous les cas, la personne que t'es, vous savez que la moitié des gens dans la peinture, ils ont été connus après leur mort. Ils ont pas été connus, et pourtant leurs œuvres d'art c'était des trucs de malades, on en parle à l'heure actuelle. Et les gens ils étaient connus après leur mort, ils savent même pas qu'ils ont été connus à un niveau. Il y en a peut-être certains derrière la cam qui seront connus avant leur mort, vous inquiétez pas. Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est que voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus les mêmes époques. Aujourd'hui, vous pouvez être connu beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, tu fais un pisse dans un bain, t'es connu. Ici, on donne pas de solution, on dit notre expérience et on donne des conseils aux besoins. Là, le conseil, ça serait quoi pour quelqu'un qui, malgré tout, comme dans ton discours, il se retrouve un peu, il a cette passion, il a ce côté où il a envie de se lancer, mais il peut pas vraiment parce qu'il a son taf et tout. C'est dur de gérer tout ça, parce que nous, on a eu le côté, on s'est lancé direct. C'est très dur, mais on l'a fait. On s'est lancé à 100%, mais on n'a pas eu le choix non plus. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on n'a pas eu le choix de se lancer à 100%, et ça a été un choix de se lancer aussi. Et oui, mais voilà, c'est ce que je te dis, parce que tu aurais très bien pu rester dans un métier à 1006 où tu gagnais très bien ta vie, et aujourd'hui tu aurais été pleinement épanoui. C'est que l'épanouissement, c'est pas le même. Meilleur conseil, gardez la foi. Non, je rigole. Meilleur conseil, même si vous n'êtes pas croyant ou quoi, croyez en vous, dans tous les cas, c'est le plus important. Peu importe les critiques que vous allez avoir, s'il y a des critiques, c'est qu'il y a de la matière. Et s'il y a de la matière, c'est que c'est bon. On donne jamais un avis sur un truc nul. Enfin, ça, c'est vraiment... Et puis, dites-vous une chose, il y a que les gens qui ne font rien qui vont vous critiquer. Donc ça, on met de côté. On reste focus, on essaye de s'établir un petit plan, de se dire bon ben voilà, peut-être que dans la semaine j'ai que 1 heure de temps, et ben en 1 heure je vais tourner 10 vidéos et je vais voir si ces 10 vidéos je les publie peut-être de telle heure à telle heure à telle heure, je vais voir si ça marche. Après on essaie aussi de regarder entre guillemets l'entourage. Si vous avez des amis qui peuvent partager votre travail, sachez une chose, les amis, ce ne sera pas forcément votre moteur ni votre famille qui vont vous soutenir dans votre passion. Et ça va souvent être les gens que vous ne connaissez pas qui vont vous soutenir. Donc surtout, si je peux vous donner un conseil, si vous êtes passionné, essayez de trouver même un groupe sur les réseaux qui est de la même passion que vous, des gens qui partagent les mêmes galères que vous. Regardez des lives, regardez des tutos YouTube. Moi, je sais qu'au début, quand je galérais, que j'étais dans le tatouage, j'étais à balle sur les vidéos YouTube et à balle sur les conventions de tatouage. J'y allais avec mon petit sac à dos, mon petit calepin, et je disais bonjour, j'ai 17 ans, plus tard j'ai envie d'être tatoueuse. Le culot, mais personne ne me trouvait crédible.
parce que bien évidemment j'avais 17 ans, mais j'ai eu des conseils. Et aujourd'hui, ces gens-là, il y en a avec qui je bosse, qui m'ont conseillé quand j'avais 17 piges, ou il y en a que j'ai vu à la télé, que j'ai revu des années après, et qui étaient très connus à la télé, qui m'ont donné des conseils, et à l'heure actuelle, j'ai toujours leurs contacts. Et je me dis, purée, ça c'est des contacts où, en gros, que t'aies du temps ou pas du temps, ça prend 5 minutes d'envoyer un message à une personne sur les réseaux sociaux. Elle te répond tant mieux, elle te répond pas tant pis. Mais au moins t'as tenté. Tu vois ce que je veux dire? De toujours tenter, de garder le cap et de se dire, c'est pas parce que vous avez qu'une heure dans votre journée, c'est énorme une heure, même une demi-heure à consacrer, mieux vaut une demi-heure passée sur votre passion que 5 heures passées sur autre chose qui vous servent strictement à rien et qui vous mettent le stress plus qu'autre chose. Si tu devais recommencer, tu ferais quoi différemment? Une chose. Si tu devais recommencer, que tu devais changer quelque chose dans ta manière peut-être de fonctionner, d'interagir, peut-être dans ta manière d'entreprendre? Je pense que j'aurais été beaucoup plus sûre de moi. Directement. Ouais. J'ai trop douté de moi. Et ça Ouais, m'a fait trop de mal. Te faire un peu plus confiance sur ce que tu fais. Et ça, je vous jure, après, une fois que vous avez ce stade de confiance en vous, ou même si ce qu'on vient vous dire derrière, entre guillemets, ça vous touchera fois 1000 moins. Et ça, c'est un sentiment que je vous souhaite à tous, c'est d'être assez aligné avec vous-même pour vous dire que peu importe les critiques qui vont se passer dans votre vie. Tu es apaisé. Ouais. Ouais, mais bon, il m'a fallu 7 ans, quoi. C'est un travail d'une vie, même pour certains. Ouais, c'est juste que. Ah, mais c'est encore le travail de ma vie, parce Bien que sûr. là, je vous dis ça, mais il le sait, selon les critiques que je reçois, il y en a, elles restent là et ça me fait pleurer. C'est ça, c'est juste comme on reste disait, humain. le fait d'entreprendre, t'es livré à toi-même, donc tu grandis tellement plus vite. T'es tellement plus. T'as tellement plus de charge mentale. Je te disais, putain, j'ai l'impression d'avoir 75 ans dans le corps d'une minute de 15. C'est ça. Genre vraiment, tu te sens pas compris, tes amis ils ont pas la même fibre que toi, donc t'es pas sur la même longueur d'onde. T'as pas la même gestion du temps, t'as pas le même rythme de vie. Mais c'est surtout que le temps t'en as pas en fait. Ouais. Je me disais toujours, putain, mais 24 heures c'est trop court dans une journée. Bah actuellement tu le vois de toute façon. Oui. Je dors 3 heures par nuit. Mais les gens me disent souvent, putain, mais comment tu fais? Ouais, mais moi je peux pas, ouais, mais si, ouais, mais ça. Je comprends, après c'est juste de l'envie et. De l'ambition aussi. C'est l'ambition qui fait marcher. Hein. Moi, j'ai pas honte de le dire. Hein, les paliers, c'est surtout les paliers, je pense. C'est ça. Ce truc de te dire. Et il y a un truc qui est super important qu'on oublie, c'est que. Il faut savourer chaque victoire. Et ça fait bateau à dire comme ça. Mais il faut vous dire que chaque palier que vous passez, c'est une victoire. Et c'est pas parce que le palier a été passé et que vous rélevez encore la barre et que vous atteignez encore un palier plus haut que le palier d'avant, il n'était pas super important. Et ça, moi, je le mettais vachement de côté. Et en fait, je regardais et je savourais que mes grosses victoires. Je me disais, putain, là, j'ai tatoué un mec super connu. Purée, là, j'ai fait une vidéo, elle a fait 10 millions de vues. Je faisais que les trucs comme ça. Alors qu'en fait, dans ma tête, si dès le début, je m'étais dit, putain, c'est fou que je galérais il y a 3 ans et ça. Exactement. J'ai construit mon mur. J'ai fait ma déco. Et puis tous les jours, c'est ce que je lui dis pour aller mieux. C'est qu'à chaque fois que vous êtes triste sur un truc ou quoi, vous vous levez et on cherche toujours le côté positif du côté négatif. Bon, il y a une phrase qui est un peu bateau, mais c'est quand on tombe de l'escalier, on arrive plus vite en bas. Faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est des trucs vraiment bateaux, mais en fait, ça te change tellement ta vie. De toute façon, toi, tu le vois. Oui, mais c'est compliqué. C'est pas donné à tout le monde d'avoir aussi ce travail mental. Non. Et des fois, les situations font que. Non. C'est trop dur. Non, c'est pas question d'abandonner, mais c'est en mode aujourd'hui, il s'est passé ça. Le mental positif, voilà. On est pas... Non, mais je dis pas que le mental doit être toujours positif, mais je dis qu'il faut prendre les choses positivement. Bien et sûr. C'est pas pareil. Là, on peut avoir un mental de merde parce que là, on dirait que je réussis et tout. Il y a des jours où je chiale toute seule, voilà. Mais je me dis, une fois que j'ai chialé, que mon truc il est passé et tout, je m'apaise. Je me dis voilà. C'est passé. Est-ce que la truc pour laquelle j'ai pleuré, elle va avoir un impact dans ma vie dans 5 ans? Il n'y a pas d'impact dans 5 ans, je passe à autre chose. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a tellement plus grave dans la vie. Toucher du bois aussi derrière l'écran, souhaitez-nous du positif. Et une autre question, c'est quoi pour toi la réussite au final? Si tu devais conclure, est-ce que tu dirais que tu as réussi? Compliqué ça là aussi. Hein. Si c'est de mon point de vue à moi, oui, je pense que j'ai quand même une belle réussite. Je vais pas mentir. Parce que si je garde toujours le côté positif, je me dis, j'ai ouvert mon propre shop à 20 ans, j'ai travaillé à mon compte, j'ai jamais eu de patron, j'ai trouvé mes clients toute seule, j'ai développé mes marques, j'ai développé des partenariats, j'ai géré les réseaux sociaux, j'ai rencontré des gens très connus, j'ai élargi mon réseau. Si je fais la liste... Ça, c'est les petites victoires, tu vois. C'est ça, les petites victoires. Ah ouais, mais les petites victoires, franchement, il y en a, ils disent, ah, ça va, ça la pète pas trop. Ah non, mais si vous savez comme j'ai trimé, ça, c'est des victoires que je savoure tous les jours. T'es fière de ça. Je suis trop fière. Tu as bien raison. Je suis trop fière parce que je me dis, tiens, si on voyait les gens comme ils sont méchants avec vous, et qu'au final, en fait, tu regardes et tu fais le topo de tous les trucs, tu te dis, putain, c'est beau. Mais ça, les gens le voient pas. Et c'est normal. Et je m'en fous que les gens le voient pas. Non. Donc, ils ont pas vu les étapes, ils voient que les checkpoints, comme on dit, tu vois. Ils se disent, facile, elle a des parents. Ah, facile, Non. Après, on part tous avec un patrimoine, on part tous avec quelque chose.
Mais comme je dis toujours, souvent j'aime bien lui dire, j'ai dit, une plante, on plante la graine, mais si après il n'y a pas le soleil, il n'y a pas le bon éclairage, il n'y a pas la bonne température, il n'y a pas l'eau, les conditions, la plante elle peut pousser, elle poussera comme ça, elle poussera pas bien. Et ça c'est hyper important, c'est de se dire genre on est à fond. Donc oui, si je peux dire que j'ai réussi, je pense que j'ai réussi. Après j'ai pas réussi au point où je suis apaisée et heureuse à 100%. Parce que tu as de l'ambition et donc tu n'as pas réussi à la hauteur de tes ambitions encore. Et donc le problème de l'ambition, c'est qu'il n'y a jamais de bout. Il y a la lumière, on la voit au bout du tunnel, mais le tunnel, il est hyper long. Parce qu'à chaque fois qu'on a de l'ambition, on a des projets. À chaque fois qu'on a des projets, on a des nouveaux steps. Tu rajoutes. Et en fait, on s'arrête jamais. Et du coup, c'est épuisant. Mais tu penses que c'est bon, ça, non. au final? Non, je pense pas que c'est bon. Je pense que le truc de l'ambition, c'est un moteur qui maintient l'humain. C'est comme la carotte au bout de l'âne, là. Ça te maintient. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut savoir se dire, allez, je lève les trucs. Je lève le pied. Je souffle un coup, et ça c'est hyper important de souffler, parce que souvent, moi j'ai un tempérament avec la tête sous l'eau, en vrai il le sait, je souffle pas beaucoup, mais ça me dérange pas forcément. Mais je sais qu'il y en a pour eux c'est hyper important de souffler. Pour toi c'est hyper important que tu souffles et que tu aies un moment de... Ouais. Parce que sinon tu te sens submergé et tu as l'impression qu'en fait, le problème de l'auto-entreprise c'est que t'as l'impression qu'une journée repos c'est une journée de perdu. Parce que tu te dis je me sens inutile. Mais en fait non, c'est que c'est pas du tout une journée de perdu. Si vous voulez vous lancer dans votre entreprise... Inactivité, pour moi ça rime avec le fait que tu n'es pas productif. Exactement. Et c'est là où c'est là où on se trompe. Ouais. On se trompe parce qu'en vrai, une journée de repos, c'est être productif pour son corps, pour son mental et pour avoir de bonnes idées. Et ça, c'est des trucs que nous, on n'avait pas et on a coulé la tête sous l'eau combien de fois pour des trucs comme ça en se disant, purée... Viens, nous après c'est pas pareil parce que vu qu'on vit ensemble, on a beaucoup mélangé le truc de se dire. Nous on a une vision du truc où dans notre couple c'est le travail en premier. C'est pas question de travail, c'est juste comme tu dis, ça prend 24 heures sur 24 l'entrepreneuriat. Ouais. Si c'était un truc. Et je pense que je sais pas si vous derrière la caméra ça vous le fait, mais est-ce qu'il y en a qui sont auto-entrepreneurs et qui ont un partenaire qui n'est pas dans l'auto-entreprise, ou est-ce qu'il y en a qui sont passionnés et qui ont un partenaire qui n'est pas passionné? N'hésitez pas à dire aussi en commentaire parce que ça peut être intéressant de savoir si du coup vous êtes en accord ou si c'est dur. Moi, honnêtement, je pense que pour la personne qui est passionnée et la personne qui est auto-entrepreneur, c'est très dur de pas avoir un partenaire qui est dans la même vibe, surtout au niveau de la passion, parce que je dis toujours la passion ça s'explique pas, c'est un truc qu'on a là. Ouais, ça se vit. Exactement. Et quelqu'un qui n'est pas passionné, ce que je peux comprendre, et on n'est pas tous obligés d'avoir une passion, mais pour quelqu'un qui est passionné, en fait, tu peux même pas te justifier sur ce que t'aimes parce que c'est tellement en toi que t'as ce truc de. Y a pas de mais non. C'est genre tu te dis putain mais c'est ma passion donc non genre je me lève tous les matins j'ai pas l'impression de travailler quoi. C'est complexe dans le sens où on vend une part de nous-mêmes mais on doit apprendre à protéger aussi ce qu'on est en train de vendre. Tu vois ce que je veux dire? On doit valoriser notre travail, se protéger et protéger nos œuvres. C'est compliqué. Tout est compliqué. C'est compliqué à ce niveau-là mais en même temps c'est la vie qu'on a décidé de mener, mani. Waouh. La ref était pas mal. On va la refaire parce que là, non, il n'y a pas à la refaire. On est là, c'est la transparence. Voilà, on est là. Qu'est-ce que tu veux? Ok, bah écoute, franchement, c'était une super émission. J'ai kiffé la faire. Bon, c'est un nouveau format, c'est la première émission, donc soyez indulgents quand même. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel type d'invité ou de métier vous aimeriez voir, quel type de débat, si vous avez aussi des idées. On va se laisser sur une petite conclusion. Si tu as un petit conseil à faire passer, une histoire très résumée. Et pour après, tous ceux qui, par exemple, qui sont là et qui aimeraient entreprendre quelque chose, peu importe, pas forcément artistique, encore une fois, on parle d'entrepreneuriat, donc d'entreprendre quelque chose. Ok. Je vous la fais très courte, mais c'est l'histoire qui m'a le plus plu et sur laquelle je me suis le plus basée toute ma vie. C'est, je sais pas si je dis bien le titre, Nasreddin Hoxha, Le fou qui était sage. Et si vous n'avez pas lu l'histoire, allez la lire parce que ça vous change la perception de beaucoup de choses. En gros, peu importe ce que vous faites, vous serez critiqué. Non, la vie de ma mère, tu me la coupes pas, il est fou lui. Je vais me la mettre en réel. On va la refaire. Ils achètent l'âne, ils vont au marché, ils marchent à côté de l'âne, les villageois arrivent et disent mais ils sont complètement bêtes, ils ont acheté l'âne et ils marchent même pas dessus. Franchement ta tête en fait, j'ai envie de rigoler. Ils marchent pas sur l'âne, ouais. Ils marchent pas dessus genre. Donc ils rentrent au village, ils se disent quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ma femme sur l'âne. Il met la femme sur l'âne, il arrive au marché, les villageois critiquent, il a mis la femme sur l'âne. Franchement sa femme elle devrait avoir honte, c'est le mari qui travaille et c'est elle qui en profite. Donc le lendemain, il se dit, on va encore inverser. Il monte lui sur l'âne, il met la femme à côté. Les gens disent, une fois arrivé au marché, oh mon Dieu, il est égoïste, il pense qu'à lui et sa pauvre femme marche à côté.
In fine, le dernier jour, ils se disent bon, on va monter à 2 sur l'âne, on en a marre d'être critiqués. Et quand ils arrivent au marché, ils se font critiquer pour maltraitance animale parce qu'ils ont acheté un âne et que l'âne supporte les 2 poids. Donc, dans tous les cas, peu importe les cas de figure que vous allez faire, vous allez être critiqué. Donc, le mieux, c'est de faire ce qui vous plaît, d'écouter uniquement les critiques de gens dont vous prendrez les conseils et dans la vie vous fait rêver. Et surtout, de kiffer pour vous parce que c'est la plus belle des choses qui puisse arriver dans cette vie. Et on va tous mourir, les pieds enterrés sous terre, ou brûler, où vous voulez. On va tous mourir quelque part. Et il faut se dire que la seule personne qui va rester avec nous jusqu'à la fin, c'est notre corps. Donc autant nous faire du bien et dans le mental et dans la tête. Et c'est le plus important. Bah écoute, sur ces belles paroles, ça m'a fait plaisir de t'inviter sur cette émission. J'espère que ça t'a plu. Bon voilà, c'est la toute première. J'espère que vous, ça vous plaît aussi derrière la caméra. Abonnez-vous. On soutient les petits N'hésitez pas créateurs. à vous abonner à ce compte. N'hésitez pas à lâcher votre commentaire, à réagir, à débattre, peu importe. C'est avec plaisir que je vous répondrai. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ces réseaux sociaux. Je vais les mettre en description et je vais les afficher juste ici. Que ce soit pour le tatouage ou pour plein d'autres choses. Elle est créative, elle fait plein de contenus humoristiques aussi. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne nuit, peu importe. On n'oublie pas, la musique c'est la vie. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Et si tu veux faire le meilleur son de ta carrière, envoie un message. Le check. Sur ce, Donc, je vois, ouais, au ça va. revoir.